Je vais vous parler d'une rencontre avec Martial Nouri en mai 2018. Martial, Mars, le punk bouddhiste, figure populaire d'un vieux quartier lyonnais, la Croix-Rousse. Nous avons dealé ensemble la réalisation d'un premier documentaire. Le tournage s'est arrêté en octobre de la même année et nous l'avons montré au public le 10 mai 2019. Juste un an après notre premier rendez-vous dans les rues de Lyon. Après, nous sommes restés amis. Entre deux galères, il venait parfois se reposer chez moi, au bord du Rhône. C'est là que je l'ai vu pour la dernière fois, le 16 août 2019. L'ange qui se mêle à nous pour tenter de lutter contre la misère du monde, comme Damiel dans Les ailes du désir. En son absence, je ne savais plus trop quoi faire de ce film. Je l'ai mis en accès libre sur Internet. Et sans le collectif Non Omnis Moriar, ce qui veut dire je ne meurs pas tout à fait, je ne l'aurais jamais repris. C'est devenu une histoire collective, une histoire de rue partagée. Et puis, fin mars 2020, tout s'est arrêté de nouveau et ça devenait bizarre de raconter cette histoire de pavés, de contact en restant confiné chez soi. J'ai repensé à cette phrase que Wim Wenders met dans la bouche de Damiel, l'ange des rues de Berlin. Lorsque l'enfant était enfant, il ne savait pas qu'il était enfant. Ça lui allait bien à Mars, cette réplique. Moi, je graffe sur les murs pour dire tout l'amour qu'on peut avoir les uns avec les autres, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit la façon dont on parle, notre dialectique, et aussi notre philosophie de vie, notre vision des dieux. Mais on est tous pareils, on a tous besoin d'amour. Je te sais, je te suis, te devine, et pourtant ta présence n'est qu'une ombre sur le sol. Tu m'aspires, je t'expire, te transpire comme avant, mais mon corps n'est qu'un corps sous l'étole. Dans ce ciel noir, cette oise noire, tournoyée au-dessus de nous, immense et chère, décharnée, que peut-être demain il aura nettoyé avec ses frères, et ainsi cette guerre pour une fois terminée. Je mets mes mégots dans les canettes, parce que je respecte là où je vis, quoi, là oui. Et je rebois dans la canette, il y avait le mégot dedans. Est-ce que la mémoire des mains que je sens dans ce sable fin? Est-ce que la mémoire des mains sur ta peau, je me retrouve enfin? Je gis sur le lit d'une mer désertée par les vagues, souvenirs d'un temps. Derrière les courbes des dunes cachées, est-ce toi que dessine le vent? Donc tu peux m'expliquer cette signature? En fait, c'est M.A. C'est M l'anarchie, M la liberté. Et c'est les deux premières lettres de mon prénom. Des signatures qu'on retrouve aussi sur ton cou. Sur mon cou, ouais, qui est là. Et c'est un jour où j'ai emmené un ami faire un tatouage. Ouais. Il me l'a offert. D'accord. Parce que l'autre fois, tu me disais, en fait, toi, t'es tatoueur. Mais je peux plus maintenant. Ouais. Parce que j'ai des problèmes avec mes doigts. Je suis tombé de 14 mètres. Et je suis toujours en vie. Quand même, hein, faut le faire, ça. Et voilà. C'est pour ça, j'aime la vie. C'est pour ça que mon anarchie est un cœur. Quand on tatoue, c'est simplement pour faire les contours. Les contours en noir. Et elle est en couleur. Sauf que ma colorieuse est en noir et blanc. Chez les Romains, le dieu Mars n'aimait pas faire la guerre. Il préférait faire l'amour.
Du coup, il créait des martials, des généraux, qui allaient faire la guerre à la place de lui, pendant que lui allait faire l'amour. Et Nori, ça veut dire première lueur. Donc Martial, Nori, qui sont des noms qui m'ont été donnés comme ça, et ben ça veut dire guerrier de la paix. C'est pour ça que je suis bouddhiste. Les journées où j'ai peur, c'est les journées où je sais que je suis en vie. Parce que j'ai quelque chose à faire. Et si je le réussis, eh ben la peur a disparu. Et du coup, je suis en vie. Des fois, je me parfume avec la bière. Mon parrain, qui est le frère de ma marraine, qui sont les fils de la sœur de ma grand-mère, lui était Huitendai d'Aikido. Donc il m'a appris ça, à toucher correctement le corps. Tu peux le faire sur toi ou... Toucher là. Ouais. Toucher là. Toucher là. Toucher là. Toucher là. Toucher là, évidemment. Et alors, c'est quoi? Les jambes. Ouais. Donc, Aikido, c'est savoir se défendre en étant très féroce. Mais ensuite, puisqu'il m'avait appris ça, j'ai fait du judo. Et après, du jiu-jitsu. Et du karaté. Mais entre-temps, j'ai joué à l'épée. Et c'est pour ça qu'au coin d'une rue, souvent j'ai rencontré des gens inattendus qui me demandaient ce que je faisais et qui se demandaient pourquoi j'étais là. Mais j'étais là simplement pour leur dire, soyez vrais, soyez vous-même, soyez des êtres humains, des gens bien. Je me souviens encore de la première fois où une personne, alors que j'étais assis par terre, m'a dit « Vis ta vie correctement, vis ta vie avec les gens, vis ta vie simplement. » Et c'est ce que je fais. Être punk, c'est être libre. Ouais. Punk, c'est pas simplement un mouvement musical. Non, c'est un mouvement qui va avec la même chose que le bouddhisme. C'est de la philosophie. Une philosophie libertaire. Sa colère est incandescente. Chauffée au rhum, à la 8-6 et à l'acétone de ses bombes de peinture, elle fait trembler les méchants et rire les enfants qui voient en lui un des derniers pirates. Je suis plutôt content et en même temps triste que Martial soit mort. Parce qu'une fois, il avait insulté ma mère. Ça va dépendre où je vais être, j'en sais rien. Mais tout est sorti. Et je suis en même temps triste parce qu'on avait passé des bons moments ensemble. Surtout le cactus, le père et la mère et les enfants. Donc j'ai connu Martial en pleine forme. Tellement beau, tellement rayonnant, tellement lumineux. Ça va dépendre où je vais être, j'en sais rien. Mais c'était aussi une grande leçon d'humanité. Ça va dépendre du temps. On va, parce que moi je vais me mettre à l'endroit. Allez, parfait.
La mère, le père, les enfants et ceux qui s'envolent pour la liberté. Ok. Donc ce tag, tu le vois comme ça. Ouais. Ce cactus, je le vois comme une famille. Ouais. Une famille libre dans le désert. Mais qui reste que des fantômes. Tels notre ombre. Comme c'est dans la chanson d'Ayam. Une habitude. Simplement habitude. Ouais. On ne nous voit plus. Nous sommes transparents. Une habitude. N'ayez pas peur, madame. C'est pas votre sac que j'en veux. C'est juste la porte que je tiens pour vous. Si je me souviens bien les phrases. Je n'en veux pas votre sac. Je tiens juste la porte pour vous. Je crois que c'est ça. Et elle est belle, cette chanson, d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu veux dire par invisible, mince? Des fois, on ne voit pas les gens. Tu vois, devient ça aussi, cette habitude. Il est à toi. Dans tous ces dessins, t'as le soleil en haut à gauche, comme les enfants. Parce que j'ai besoin d'avoir cette lumière dans la vie qui est sombre. Tout simplement. Et que c'est aussi un rappel de tes dessins d'enfants. Et c'est un rappel de mes dessins d'enfants. Ouais. Et que t'es toujours resté dans ce dessin enfantin. Très, très, très. Et c'est ce qui fait mon style. Hein? C'est justement pour ça que je copie pas, que je fais vraiment du primitif. J'aime bien ce terme. Il est beau en J'aime bien ce terme de primitif. On revient aux sources. Aux sources. Et c'est ce que je cherche. Hein. C'est pour ça que là, un de mes derniers tags, c'est simplement ma main qui est graffée par terre, comme si c'était dans une grotte. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Et il faut qu'il y ait ce mouvement qui soit très primal, primitif. Et pas de l'art naïf, comme ça a été dit, quoi. Ouais. Il y a plein de petites fioles sur la cave. C'est cool. En fait, Plein ou vide. ça me va, ça. bouché. Le tissu a la même forme que celui-là. Ah ouais, il est bien, celui-là. Et je t'emprunterai le tricorne, si je peux le mettre. Je crois que ça va, hein. Ça fait assez pirate ou pas? C'est une fois que j'arrive, j'enlève le tricorne. En le posant simplement comme si je faisais la manche. Oui. Alors, vaut mieux. On sait jamais, ça peut tomber. En fait. Il y a des jours où c'est comme ça. Tu vois un pied dans la merde. Mais une fois que tu t'es décrotté, bah voilà, tu te relèves. Et tu continues à avancer. C'est la vie, elle est comme ça. Elle est dure, il faut savoir s'en y faire. Ça, on l'emmène. C'est pas un problème, c'est pour pouvoir tout dispatcher, pour pouvoir récupérer ensuite. Comme on dit, on met pas les œufs dans le même panier. En fait, tu t'es fait virer du hall d'immeuble où tu dormais. Ouais, où je dormais. Ok. Ouais, ça n'a pas plu à quelqu'un. C'est comme ça. Donc alors que on devait aller repérer les lieux pour faire le clip, donc c'est un peu compliqué. Non, regarde, ça reste quand même rapide. Ouais. C'est comme quand tu te fais balancer d'un squat. Bon, on essaie d'y aller. Ouais, attends, il faut qu'on regarde un petit peu. Ça, on l'embarque avec nous. Parce que comme ça, je pourrais voir un petit peu comment on peut faire. Ce soir, t'as une idée d'où tu vas dormir ou non? Non? Non. C'est selon qui tu vas rencontrer? Ouais, surtout le trottoir. Moi, si j'étais à ta place, je serais en panique.
C'est parce qu'on n'a pas eu la même vie. C'est parce que t'es pas né sur le même trottoir. Mais je suis sûr que tu pourrais y arriver. On a toujours de l'espoir. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe sur une rue, du moment qu'on s'est freiné ou accéléré, on peut toujours continuer à vivre. Il faut toujours avoir espoir. On va aller voir des gens, histoire de pouvoir continuer à créer ce film qui me tient très à cœur. Donc en fait, on va repérer l'endroit. Tu vas choisir l'endroit où on va faire cette performance, ce clip vidéo qu'on a appelé le rêve de Mars. J'aime bien que tu dises performance. Ouais. Parce que ça a toujours été comme ça, s'envoler. En étant avec quelqu'un qui nous aime, tel un ange. Comme par exemple à la fin de notre vie, retrouver celui dans lequel on vit, c'est être bien, c'est simplement le destin, tout ce qui fait notre autre vie, autre. La vie est comme ça. Voilà. Et on peut toujours renaître, simplement en faisant un graphe. Elle s'appelait Nina, une vraie putain dans l'âme, la reine des morues de la plaine Saint-Denis. Elle faisait le tapin près de la rue de Rivoli. Mort aux vaches, mort au Condé, vive les enfants de Cayenne, à base de la sûreté. Le fer va pouvoir monter, rien qu'avec cette luminosité, tranquillement, parce qu'il n'y aura pas trop de vent, c'est store à moitié baissé. Donc avec son costume, ce sera nickel. Et il y a de quoi faire un millier de visages. Tac, tac. Voilà, le dessin, il est là. Pour moi, le dessin, il est là. Le 20 août 2019, le corps de Martial Nouri est découvert dans le Rhône par les pompiers de Serrières, en Ardèche. La gendarmerie de Serrières n'a communiqué qu'une partie du rapport d'autopsie. La mort remonte à 4 jours. On constate de nombreuses traces d'hématomes et il n'y a pas d'eau dans ses poumons. Une pétition et un collectif informel ont été lancés sur Internet pour demander l'ouverture d'une enquête judiciaire, ce qui me paraît tout à fait normal. La pétition réunit déjà plus de 1500 signatures. Parallèlement, le maire de la Croix-Rousse a écrit au maire de Serrières pour un complément d'information et un projet d'intégrer Martial, un portrait de Martial, sur le mur des Canuts est en cours. Au niveau du collectif, un avocat va tenter de se renseigner auprès du tribunal de grande instance de Lyon ou de Privas pour savoir si une enquête est ouverte. Il conseille à la famille de porter plainte contre X pour meurtre ou coups et blessures sans intention de donner la mort. Il nous a toujours rempli de joie et d'amour parce que c'était lui, c'était l'amour pur, l'amour sincère, l'amour à l'infini. Et il va beaucoup nous manquer. Salut Mars. Depuis qu'il était à la Croix-Rousse, je le connais. Depuis qu'il est à la Croix-Rousse, jamais il nous a manqué de nous dire bonjour, comment ça va. Il adore les enfants, il adore les mamies, il adore les papis, il adore tous les gens de la rue. Merci. On t'aime, on t'oubliera jamais. Ainsi va la vie. Pendant 4 ans, je passais des heures à parler avec lui. Pourquoi j'étais là? J'étais là simplement pour leur dire, soyez vrais. C'est toujours comme ça. Je partais pour une fête et puis il m'a dit fais attention à toi, c'était la dernière fois que je le voyais. Et voilà, ciao mon frère. Et une fois, je venais d'apprendre qu'une de mes amies était morte et j'avais du chagrin, je descendais les pentes et j'ai croisé Martial et je lui ai demandé
de me prendre dans ses bras. Ça a été un hug vraiment tendre. Moi, j'ai rencontré Martial il y a 2 ans. Puissant et Martial que j'ai vu il y a une semaine. Donc j'ai un peu de mal à me dire que je ne le croiserai plus. Comme disait la dame précédemment, donc il m'a pris dans ses bras. Il était beau à l'intérieur de lui-même. Alors moi j'ai rencontré Martial il y a 3 ans. Je suis arrivé sur Croix-Rousse il y a 3 ans. Puis j'ai connu Martial et on a passé des soirées. On a passé beaucoup de temps à parler ensemble. Il m'a appris tellement de choses. Cette personne, c'était la personne qui fallait pas qu'il meure. C'était vraiment une personne en or. Mais malheureusement, la rue l'a rattrapé et il méritait pas son sort. Je crois qu'on était amoureux en fait, avec Martial. Donc c'est au-delà de la tristesse en fait. Martial, c'était un super pote. J'espère qu'il sera jamais oublié. Maintenant, on a mis des fleurs pour lui devant. J'ai eu l'idée qu'on pourrait aller tous là-bas, c'était le jour de son anniversaire, pour dessiner partout en fait. Des fleurs. Donc je vais y aller le 19 septembre, le jour de son année. Bonjour, en fait pour moi Martial c'était un petit peu un albatros. Il savait toujours comment décoller. C'est un clochard céleste en fait pour moi. Et il savait pas toujours comment atterrir. Je sais pas si vous connaissez Kerouac en fait. Il décollait avec ses poèmes. Un mec qui a dit non à la société en fait. Avec sa craie, avec les gens, les enfants. Je t'emmerde vraiment en fait. Les personnages du quartier. Et qui est arrivé. Malheureusement la rue c'est difficile en fait. C'est très très compliqué parce que c'est une jungle. Et je suis pas étonné en fait qu'il soit fait rond de cou en fait. Martial c'était pour moi le café du dimanche matin. Aller boire un coup au Troxon, voire plus d'un. Mais c'était aussi quelqu'un qui m'a sauvé 2 fois de 2 agressions dans la rue. Et juste pour ça, merci. Oui, moi Marseille c'était un très bon ami. On s'est rencontrés il y a, je sais pas, 5-6 ans, je sais plus. Je pense qu'on était aussi amoureux, très amoureux. Et j'étais aussi son docteur, voilà, je l'hébergeais, un peu comme vous tous. Et oui, il avait ses côtés fanfarons, ses côtés gueulards. Et en même temps, on passait des soirées chez moi à méditer. Enfin, il avait vraiment ce côté profond, ce côté effectivement chaman, ce côté guérisseur. Je pense que c'est la personne qui m'a le plus pris dans ses bras. Et voilà, je l'aimais beaucoup. Moi je suis arrivée il y a 3 ans à la Croix-Rousse. Et ça m'a fait bizarre d'arriver dans une grande ville comme ça et je parlais à personne. J'arrivais pas trop à m'intégrer. Mon seul pote en fait, c'était Martial. Il va trop me manquer. Cimetière. Tu es jamais allé alors? Tu me manques. Au cimetière, bah, qu'est-ce que tu veux foutre? Non mais t'es pas allé depuis le Non bah non, je t'attendais. Non mais je croyais que tu étais allé, tu disais ça pour de faux. Non, non, je dis jamais rien pour faux. Il est là. Du coup là déjà on sait pas. Vous l'avez trouvé? C'est bien. Merci. On nous a dit que Martial Nouri était enterré au carré des indigents de Serrières. On est allé demander en mairie. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette rencontre? Par contre, il se dédouane un peu en disant on n'est pas au courant de l'autopsie, on est au courant de rien. C'est marrant la manière dont elles se sont départies du truc en disant ah non, faut voir avec la gendarmerie. Moi, je sais pas s'il y a des infos, mais moi ce que j'ai senti... Elles savent que peut-être il y a quelque chose en cours en tout cas. Donc là, ce qu'on voit, Charlotte, c'est la vue qu'on a du cimetière, avec le pont. Pont dont on disait tout à l'heure que Martial l'aimait bien, donc c'est bien. C'est l'endroit où est enterré Martial? A priori. Réflexion pertinente. Arrête. Alors il n'y a vraiment rien sur la tombe. Je veux dire juste qui signifie qu'il y a quelqu'un là. Waouh, c'est rude. Mais il y a un arc-en-ciel. Et bientôt les canettes de 8-6 que l'on est en train de voir. C'est rude, oui. Nous avons employé ce même terme en le découvrant. Il semblerait qu'un devis ait été demandé pour une plaque où serait inscrit son nom. Nous sommes passés à la mairie avant. Ok, Charlotte. Ah oui, tu es là-bas. Ok, alors pour les canettes, c'est bien lui. Et pour la plaque, ça serait une bonne idée. Dites s'il faut participer.
Qui aurait commandé une plaque? La mairie? La gendarmerie? Un peu partout à défaut d'en prendre une vraie. Ce même jour, le pote de Martial nous met un angelot entre les mains pour lui porter. Nous y retournons de nuit. C'est quoi ces trucs qui brillent? C'est des vases. On s'est rencontrés sur l'humain et puis sa façon de dire aux gens alors qu'il était dans la rue, il faut s'aimer, il faut se parler, il faut se regarder et arrêter de faire les cons. Voilà, c'est plutôt là-dessus qu'on s'est rencontrés. J'étais très affectée par son décès, ça a pris du temps parce que j'ai eu du mal à me dire que cette figure de la Croix-Rouge n'était plus là. Et oui, j'ai été très affectée, mais j'ai pas compris tout de suite. Voilà, je me suis dit, comment ça se fait que ça s'est passé comme ça et pourquoi? Mais surtout, j'ai pas compris tout de suite qu'il y avait des circonstances graves. En fait, c'est des circonstances complètement anormales et puis qu'on fasse pas de recherche sur qui a pu lui faire ça, sur cette présomption de crime. Moi, je trouve ça totalement injuste et je suis aussi comédienne et chanteuse et artiste en fait dans ma vie parce que je supporte pas l'injustice depuis que je suis tout petite. Je me suis battue dans mon métier pour beaucoup de choses sociales. La boîte à vape, en fait, le gars de la boîte à vape, il l'accueillait souvent pour un café le matin. Alors, on est le 31 janvier 2020 et on est à la boîte à vape Place des Tapis avec Vlad. Vlad, bonjour. Bonjour. Je viens te poser la question parce que je sais que tu as rencontré Martial. Ouais. Martial Nouri. Et juste savoir dans quelles circonstances tu as rencontré Martial. Les circonstances, c'était un hiver et j'étais dans mon magasin, je venais d'ouvrir, j'étais le matin et j'étais en train de boire un café et je l'ai vu dehors à attendre, il faisait froid. Et après, de fil en aiguille, je le croisais presque de façon quotidienne et puis voilà. Et votre histoire, du coup, comme tu nous as raconté tout à l'heure, un peu plus... personnel, on va dire. Ouais, en fait, j'ai vu qu'il y avait toute une solidarité dans le quartier.
s'était créé autour de Mars. Donc, par exemple, j'avais des personnes qui venaient au magasin, qui me déposaient du linge qui lui avait lavé. Et les personnes venaient, Mars repassait, me disait ouais, alors est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Je disais ouais, t'inquiète pas, tiens, j'ai récupéré ça pour toi. Et ça se faisait comme ça, de fil en aiguille. Et puis surtout, ce qui était sympa, c'est de voir cette solidarité du quartier et cet amour qu'on avait pour cette personne. Et puis, il y avait un lien très fort, on parlait de tout et de rien. Un lien social, en fait, tout simplement, qu'il y avait. Et puis, un lien d'amitié, surtout, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'il y avait de l'humain constamment avec Mars. Et puis, c'était la joie de vivre. On se lève le matin, on le croise, il fait un grand sourire, il raconte une bêtise. C'était un copain, c'était devenu un copain. C'est un copain, même s'il est plus là, je le garde avec moi. C'était la phrase qui m'a marqué, c'est qu'en discutant un petit peu, des fois, on parlait de sujets plus importants par rapport à la difficulté de la vie dans la rue. Et c'est vrai que je lui disais, ce dont tu as besoin, dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Et il me dit, tu sais, la seule chose dont j'ai besoin, c'est d'un peu de temps. C'est que les gens prennent le temps de s'asseoir à côté de moi et puis de discuter. D'ailleurs, il avait des carnets qu'il gardait souvent pour ses rencontres où les gens pouvaient lui laisser un petit mot. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont intéressantes parce qu'en fait, à chaque fois, on revient toujours à la même chose, c'est que c'était du partage et de l'humain constamment. Du sourire, des rigolades, et c'est ça qu'on retient de Mars. Oui. Une joie de vivre. Ça fait 7 ans que je suis installée ici, j'ai l'impression d'avoir toujours connu Martial. Je sais plus où, comment, en tout cas je le croisais quand j'allais faire mes courses, quand j'allais acheter mon pain, mais il venait aussi ici. Alors au début, il venait comme un client traditionnel, puis avec le temps, avec les relations qui se sont nouées, j'ai fini par arrêter de lui servir de l'alcool. Donc il venait toujours ici comme client, mais toujours c'était café ou orangina. Mais il venait se mettre à l'abri ici quand il y avait du vent, quand il faisait froid, quand il y avait de la pluie. Parfois quand il était en danger. Il a été un jour pris à partie par sans doute quelqu'un de la rue et il avait peur. Du coup, il est venu là, il s'est caché sur la petite table que j'avais dans le fond, sur le côté là-bas. Et il m'a demandé de le cacher le temps que la personne qui le cherchait disparaisse. Donc je pense que c'était un lieu où il se sentait en sécurité. Après, on n'avait pas de grandes relations, mais comme des gens du quartier, comme avec mes clients, des gens qu'on croise, qu'on ne connaît pas vraiment, mais juste dont on apprécie la compagnie. D'accord. C'était quelqu'un comme ça. Après, il m'a fait régulièrement des cadeaux. C'était quelqu'un de très généreux. Il m'a offert un bol, il m'a offert une paire de chaussures. Il faisait des dessins très régulièrement. Il faisait souvent des déclarations d'amour. Je pense qu'il en faisait à toutes les femmes. Je crois qu'il adorait les femmes, en règle générale. Bonjour Gaëlle. Bonjour. En fait, je voulais savoir comment toi tu avais rencontré Martial Nourry. Eh bien Martial, je l'ai rencontré quelques fois sur la place là-bas et puis au niveau du petit tabac qu'il y a à l'angle là vers la pharmacie. Ouais. Et puis je suis venue travailler là à la boîte à vape et nous il venait régulièrement boire un petit café, discuter le bout de gras, refaire le monde, des trucs. Ça tu connais Martial quoi. C'est ça. Et puis sur ces entrefaites mes enfants sont passés de temps en temps. Alors forcément avec les gamins Martial c'était quelque chose aussi. Hein. Oui. Donc voilà. Donc c'est comme ça que je l'ai rencontré et puis c'est comme ça que c'est devenu assez régulier qu'on se voit. Ouais. D'accord, tu avais un rapport proche avec lui alors à ta façon. Enfin, oui, à ma façon et puis Vlad aussi en fait. Oui. Vladimir était très proche aussi de Martial et puis on essayait d'aider quand on pouvait ou juste de prendre le temps, tu sais, des fois juste de prendre le temps, ça lui faisait du bien. Et puis nous aussi. Philippe, est-ce que tu peux nous dire qui était Martial pour toi et puis dans quel contexte tu l'as rencontré ? Je travaillais à l'époque sur la question de l'histoire du punk en France et je me suis dit qu'il fallait que j'interviewe Martial. Et donc je lui ai demandé s'il avait 5 minutes, il m'a dit ok et on a passé 2 heures pour le premier contact. Et après on se voyait très régulièrement jusqu'à ce qu'on ait fait ce petit fascicule qui s'appelle Punk. Avec la revue L'Inqualifiable, dans lequel il y a une photo de lui. Il était super content d'être justement pris au sérieux dans son histoire, au point qu'il venait régulièrement à la librairie quand on a sorti ça, donc ici au Livre en Pente, pour acheter des numéros, les dédicacer et les offrir à ses copains, à ses copines. Quand je l'ai rencontré, c'était un punk à chienne, puisqu'il traînait avec sa chienne Bulle. Et c'était même Bulle qui nous permettait de savoir où était Martial, parce qu'on le voyait, parfois on ne savait pas où il était, puis on voyait la chienne, donc on savait qu'il était pas loin quelque part autour. Sa chienne qui était très tranquille, très douce, mais qui veillait aussi sur lui quand il avait trop bu. Enfin, voilà.
On s'est rencontrés en 2014. Ça, on le fait en 2016. Et donc, il disparaît en 2019. Donc voilà, c'est aussi une relation ramassée dans le temps. Donc, Martial, pour moi, c'était un sale punk. Un sale punk qui était un ami. Quand il était là, il suffisait de passer 1 heure. Bon, parce que passer 1 heure avec Martial, ça se faisait. On pouvait passer 1 heure sans s'en rendre compte, parce qu'il racontait des choses, parce qu'il discutait, parce qu'il rigolait, parce qu'il gueulait, parce qu'il se plaignait des junkies qui étaient un peu plus loin. Bon, on passait 1 heure tranquillement. Il suffisait de passer 1 heure pour s'apercevoir que tout le monde, il avait un mot pour tout le monde. Pour des gens très différents, même des gens qu'il n'avait jamais vus, on savait qu'il ne les a jamais vus par la façon dont il leur parlait, et il arrivait à accrocher un sourire à des gens qui ne faisaient que passer, et qui voyaient un gars à moitié bourré, pieds nus, en kilt, avec une crête, et quand même il arrivait à décrocher un sourire, alors qu'habituellement c'est le genre de personne qu'on évite et dont on détourne le regard. Donc il avait ce charisme, et je pense qu'on le retrouve dans ce qu'il a laissé comme trace. Alors ce qui est bien aussi, et c'est là que je trouve qu'il y a une identité qui se construit. Martial n'est pas un anonyme, n'est pas un inconnu, même si le point de départ c'est le film qui se fait autour justement des gens qui sont à la rue, et bien finalement Martial il est loin d'être anonyme, il a laissé plein de traces. Il est dans un film, il est là-dedans, il est dans un texte que j'avais écrit, qui a circulé beaucoup aussi, il est dans la presse. C'est ça le M de mince, hein. Oui, c'est ça. C'est parfaitement ça même. Qu'est-ce que tu penses des circonstances de la mort de Martial, en fait, et comment tu l'as pris? Moi, je l'ai pris de façon assez violente déjà, parce qu'on revient d'été, on revient et puis on le voit pas, donc on se dit mince, qu'est-ce qui se passe? On savait que déjà au niveau de sa santé, ça allait pas trop, donc moi je le surveillais de façon presque quotidienne, dès que je le croisais pour prendre des nouvelles, pour voir s'il était bien suivi. Puis là, pas de nouvelles, et puis quand on apprend ce qui s'est passé, surtout ce qui m'a choqué, c'est qu'on voulait une vérité, on voulait savoir ce qui s'était passé, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il est mort dans ces circonstances. C'est quelqu'un qu'on aimait et on veut savoir qu'est-ce qui lui est arrivé à notre copain. Voilà, tout simplement. Donc on est en train de faire le chemin ensemble là, avec bien vous sûr, et d'autres puis gens. surtout on se rend compte que les gens du quartier, à la Croix-Rousse, il était aimé. Et quand on voit des enfants qui viennent témoigner, quand on voit les dessins à la craie par terre, qui sont restés, que les gens sont venus déposer, ça montre bien qu'il y avait un lien très fort en réalité, parce que il nous remettait les pieds sur terre. Des fois j'ai envie de dire ça, il remet les pieds sur terre et on se dit voilà, on est humain avant tout. Il n'y a pas de situation particulière, on est tous des humains et on avait un lien très fort. Sur le coup, j'ai été presque choquée de savoir qu'il y avait eu besoin de monter un collectif finalement pour les suites de cette affaire. Je croyais naïvement qu'à partir du moment où quelqu'un était assassiné, il y avait de manière évidente et automatique une enquête. Donc de savoir qu'il n'y aurait pas d'enquête et qu'il n'y aurait pas de gens... qu'il y aurait un assassin qui resterait comme ça, même pas recherché, je dis même pas impuni, parce que même pas recherché, ça m'a choquée. Et je me suis dit, mais alors en fait, les gens qui sont isolés, on a le droit de les tuer. C'est un peu ça que ça m'a inspiré. On a le droit d'assassiner des gens de la rue, des SDF, mais après, par extension, des gens qui sont seuls. Ouais. C'est ça qui est choquant. Ça nous a soufflé, ouais. Ça nous a soufflé, ça nous a beaucoup peiné, parce que c'était vraiment quelqu'un de gentil, profondément. Et puis, ouais, les circonstances, les trucs, c'est glauque à souhait, et puis tout le monde s'en fout, et... Ouais, c'est une injustice assez terrible, quoi. Assez terrible. C'est pas normal, personne ne mérite ça, quoi. Donc, et encore moins Martial. Voilà. Oui, on se demande comment ça a pu lui arriver à lui avec ce qu'il développait avec les gens. C'est complètement paradoxal. Bien que Martial avait dit qu'il aurait une mort violente. Moi, les fois où on en avait discuté, il m'a toujours dit qu'il partirait un peu... que ce serait violent, que ce serait machin, le gagars, il est retrouvé avec de l'eau dans les poumons, ça choque personne. Je parle au niveau des... Oui. Tu veux dire pas de d'eau la dans police, pas d'eau, pas d'eau dans les poumons. Donc forcément, si tu le retrouves à la baille, c'est qu'il s'est pas noyé.
Qu'est-ce que tu penses des circonstances de son décès et peut-être plus largement de tout ce qui se passe autour de lui aujourd'hui, de tous ces gens qui se rencontrent, qui pensent à œuvrer en faveur d'une enquête judiciaire? Ce qui s'est passé en fait, c'est que la mort de Martial a révélé que c'était quelqu'un qui comptait sur la Croix-Rousse et quelqu'un qui avait réussi alors qu'il vivait seul, qu'il était solitaire, qui squattait de temps en temps à droite à gauche, qui allait prendre une douche ici, qui allait manger un bout et là. C'est quelqu'un qui avait créé du lien et qui avait rassemblé plein de gens. Et ça s'est traduit par justement, au moment de son décès, plein de choses spontanées qui sont constituées. D'abord une sorte de mausolée devant la banque où il était toujours assis, non pas à faire la manche, parce qu'il ne faisait pas la manche, mais à discuter, à rigoler, à jouer avec les gamins, à gueuler après les gens qui l'emmerdaient. Mais il ne faisait pas la manche, en fait, c'était pas un mendiant, il avait cette attitude qui faisait que les gens lui apportaient à manger ou à boire, ou ils disaient paye-moi une bière, mais c'était jamais la première demande, c'était toujours dans la suite de la discussion. Et en fait, quand il est décédé, il y a eu plein de choses qui se sont constituées, il y a eu pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, des jouets apportés par les enfants, des dessins, des poèmes, des photos. Il y a eu un gros événement à la maison des associations qui a rassemblé plus de 200 personnes très différentes. Il y avait des gens de la rue, il y avait des grands-mères du quartier, il y avait des gamins qui étaient en larmes, il y avait voilà. Donc il y avait vraiment un rassemblement qui s'est constitué après sa mort. Et c'est ça qui est remarquable, c'est-à-dire que la plupart du temps, la mort d'un SDF, c'est une ligne dans le journal. Un homme a été retrouvé mort sur un banc l'hiver et basta. Et là, il s'est passé quelque chose. Par ailleurs, le fait qu'on ne sache pas vraiment quelles sont les conditions de sa mort, ça crée du mystère, ça crée aussi du fantasme. Et donc effectivement, il y a eu aussi un collectif qui s'est constitué pour savoir comment c'était, quelles avaient été les dernières heures de la vie de Martial, ce qui s'était passé. Ça a permis de retrouver sa famille, en tout cas de remettre sa famille en lien, puisque son neveu, puis sa tante, puis sa mère, puis ses filles, tout le monde a réagi d'une manière ou d'une autre. Donc ça a rassemblé à partir de son décès la famille, qui était quand même une famille qu'il avait quittée, puisqu'il était sur la route depuis des années et qu'il avait des filles, il avait une famille, mais il était ici à Lyon sur le trottoir, quoi. Donc ça a créé quelque chose. Et ça a créé quelque chose aussi dans le désir de lui accorder du respect, en fait, le respect qu'il mérite en tant qu'humain. Et je pense que c'est ça aussi tous les gens qui le connaissaient ne supportaient pas, et ne supportent toujours pas, au jour où nous faisons cet entretien, ne supportent pas de ne pas savoir vraiment ce qui s'est passé. Est-ce qu'il est tombé à l'eau? Est-ce qu'il a fait un malaise? Est-ce qu'il a été passé à tabac? Est-ce que c'est un règlement de compte? On ne sait pas. Et ça rend insupportable aux gens qui le connaissent le fait qu'on ne sache pas, parce que ça illustre quelque chose d'assez simple en fait. Ce serait n'importe quel gamin qui vit dans les appartements au-dessus de la banque où il vivait aurait été trouvé dans le Rhône, il y aurait eu une enquête, la famille aurait été là, il y aurait eu une mobilisation importante de la police, et là on a l'impression qu'il y a en fait un humain de seconde zone à qui on n'accorde pas les mêmes droits ou le même respect. Et c'est ça qui continue à créer du lien au-delà de la mort de Martial. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a laissé des traces, et ces traces, elles sont au-delà de lui en fait. Elles sont dans des bouquins, elles sont dans des films, et voilà, il continuera à marquer aussi une époque, c'est-à-dire cette époque où peut-être il y avait des gens qui vivaient encore dans la rue en France. Parce qu'à un moment, j'ai fermé les yeux, comme ils me disent souvent de fermer les yeux, et du coup, j'ai fermé les yeux, et j'ai fait un clin d'œil. Petite dernière question, Laurence, si tu avais quelque chose à dire aujourd'hui à Martial, qu'est-ce que tu lui dirais? Qui nous a bien égayé notre quartier pendant toutes ces années, entre ses dessins à la craie, ses dessins sur le papier, ses expos. Il était tellement fier des expos qu'il faisait à la mairie, qu'il était un peu reconnu avec son talent de la rue, mais un talent quand même. Et du coup, voilà, il nous manque un peu. Il apportait quelque chose dans le quartier. On l'aimait bien.
On l'aimait. Merci Laurence. Tu lui dirais quoi à ton pote? Moi qui me manque. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup Bah, pour de ton rien. témoignage, Vlad. T'inquiète. Merci beaucoup. C'est un peu dur, mais... Bonjour Alexis. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu l'as rencontré, Martial? Eh ben moi je l'ai rencontré tout simplement, on était avec des amis posés au bord du Rhône et il se promenait tranquillement avec son chien. Et il est venu boire un coup avec nous, on a sympathisé, on a super bien sympathisé comme ça, quoi. Et donc après on a appris qu'il avait été retrouvé dans le Rhône, quoi, sans savoir ce qui s'était passé. On l'a vu dans la soirée du vendredi, donc il était assis sur le banc en train de faire un dessin sur une pierre. Ouais. Ça avait l'air d'être quand même un... Le banc qui se trouve là. Ouais, Hein? c'est ça, ouais. D'accord. Ça avait l'air d'être un sacré personnage quand même. Et on a discuté avec lui, tout allait bien. Le hein. samedi, on était le 17. C'est ça, ouais. Et c'est là qu'on a vu qu'il y avait une tente tout éparpillée de partout, vu qu'il y avait eu du vent les 2 jours suivants, enfin les 2 jours d'avant. En fait, lui, son campement, il était... Son campement était juste derrière mes cannes à pêche, là, juste un petit peu derrière. De là, on est allé voir dedans ce qui se passait, s'il y avait quelqu'un déjà. Ouais. On a découvert qu'il n'y avait personne. Ça nous a semblé un peu bizarre. Et du coup, après, on n'a pas non plus cherché à comprendre, parce que bon, on ne se pensait pas que c'était ça, quoi. Ouais, bien sûr. Dans cette nuit-là, du vendredi au samedi, ouais. Là, tu étais avec ta copine? Nous, ouais, j'étais avec ma copine. On l'a vu, il avait l'air entièrement normal, il n'avait pas l'air d'un quelqu'un de malheureux. Enfin, il n'avait aucun signe qui nous montrait que ça n'allait pas, quoi, en fait. La tente était installée, ouais. Les affaires étaient réunies, il n'y en avait pas de partout. Après, non, il n'y avait pas d'affaires de partout, c'était tout dans la tente. Après, je ne sais pas ce qu'il avait exactement comme affaire, mais ses affaires étaient dans la tente, il n'y avait rien dehors, quoi. Et c'est le lendemain qu'on a vu qu'il y avait toutes les affaires, que c'était tout dehors. Et il se trouve que dans la nuit du vendredi au samedi, il y a eu un gros coup de vent. C'est cette nuit-là qu'il y a eu un sacré coup de vent, ouais. Et c'est là, le lendemain matin, qu'on a vu qu'il y avait... la tente était carrément retournée. Il y avait des duvets, le duvet là, un autre duvet là, une paire de baskets, enfin c'était tout éparpillé, quoi. Ouais. Du coup, ma copine est allée voir ce qui se passait, enfin ce qu'il y avait eu, quoi. Vous saviez pas que c'est lui qui dormait dedans? Non, par contre, on savait pas que c'était, on n'avait pas parlé de la tente, le soir on n'avait pas parlé de ça, quoi. Le lendemain on a regardé tout ce qu'il y avait, quoi. On a vu qu'il y avait 2-3 taches de sang sur les duvets. On a dit qu'il y avait un mort, quoi. C'était pas notre idée, quoi. Bah non. Ouais. Et du coup, c'est le lendemain après que je suis venu vous voir pour savoir ce qui s'était passé, quoi, parce qu'on ne voyait plus, quoi. Alors qu'on croisait au moins une fois par jour, obligatoirement, vu qu'il était chez nous. Et du coup, je suis venu vous voir et c'est là qu'on a appris que c'est lui qu'on avait retrouvé, quoi. Les taches de sang, c'est les taches de sang, c'est ma copine. C'est ma copine qui les a vues quand on a cherché, donc le samedi matin, là. Donc on a vu que c'était tout éparpillé, on a regardé un peu, on a fait regardé ce qu'il y avait, quoi. Ouais. Et c'est là que ma copine m'a appelé en me disant il y a 2-3 taches de sang sur le duvet, sur un duvet, quoi. Et c'était des taches de sang importantes? Non, c'était pas non plus des grosses taches de sang, hein. C'était plusieurs petites taches de sang, quoi. Ça peut être aussi bien le vent qui l'a retourné. Ah oui, ça pouvait être ou le vent. Après, on ne sait pas ce qu'il a. Quelqu'un, on ne sait pas ce qui s'est passé. Après, pour sortir les affaires de la fin, vu que les affaires étaient vachement sorties de la tente, après oui, ça peut être le vent. On ne sait pas exactement ce que ça pourrait être, mais c'est vrai que les affaires étaient quand même pas mal éparpillées dans tous les sens, quoi. Ouais. Donc après, est-ce que c'est le vent, est-ce que ça, je sais pas, mais c'est quand même bizarre, quoi. Parce que des chaussures, je veux bien que c'est pas très lourd, mais ça s'envole pas non plus. Ouais. Faut un bon paquet de vent, quoi, pour que ça s'éparpille. Oui, pour que ça s'éparpille dans tous les sens, il faut quand même pas mal de. Ouais. Donc c'est vrai que ça nous a semblé bizarre. Est-ce que les gendarmes t'ont posé des questions? Les gendarmes sont venus une fois à la maison pour me dire qu'ils aimeraient bien m'entendre justement sur ce qui s'était passé, puisque on est à côté et puis qu'on était les derniers à les avoir vus, quoi. Mais il n'y a pas eu de... Tu leur as dit que tu étais la dernière personne à... Je leur ai dit que le vendredi soir, j'étais avec lui, enfin pas qu'on était tout le temps avec lui, mais qu'on l'avait vu le vendredi soir, qu'on avait parlé de 3 minutes, un petit peu, on était resté un petit moment avec lui, quoi. Mais ils n'ont pas cherché à creuser plus que ça, quoi. Ça n'a pas été... Il n'y a eu aucune enquête, quoi. Ils m'ont fait signer aucun papier, il n'y a pas eu d'enquête en cours. T'as pas fait de déposition? Aucune déposition, rien du tout. Ça a été quelques questions comme ça, mais sans papier, sans rien de réel, quoi. Tu pêches quoi, là? Pour Là, parler d'autre chose? Pêcher la carpe et le brochet. Ouais. D'accord. Bon, ça mord pas bien, mais... Ouais. Peut-être parce qu'on fait trop de bruit, non? Aussi. Bon. Faut attendre, faut être patient un petit peu. Ouais, on va te laisser pêcher alors, tranquille. Il n'y a pas de souci. Hein? Il n'y a pas de souci. En tout cas, je te remercie pour ton témoignage. Monétaire, de remettre en fonction et de faire en sorte que les gens qui ont de l'argent, parce qu'il y en a plein, et qui ne veulent pas louer, parce que on veut beaucoup plus d'argent. Comment on peut faire? On peut faire simplement
L'anarchie. Est-ce que David, tu es par là, s'il te plaît? Ah, tu es là. Alors on va faire en premier un point avec David. Juste un mot quand même sur le documentaire, une phrase qui dit à un moment donné que je trouve que j'ai relevé en tout cas, c'est de dire finalement les jours compliqués, c'est les jours où je sais que je suis en vie. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était assez intéressant. C'est intéressant aussi pour l'avocat que je suis, dans l'espoir un jour de pouvoir porter une parole qui ne serait pas celle de Martial, mais qui resterait une parole judiciaire. Mais c'est important aussi, je trouve, de le connaître finalement, parce que quand on est avocat et qu'on a amené défendre des familles de gens qui sont décédés, on ne connaît jamais la personne qu'on aimerait défendre finalement. Alors, où en est l'affaire? Justement, c'est un petit peu la question du jour, effectivement. Nous, on a été sollicités par la famille de Martial Nouri, donc on est intervenu au mois de décembre. Pour ce qui est des faits, en fait, Martial Nouri a été retrouvé mort, son corps a été retrouvé dans le Rhône le 20 août 2019. Donc ça fait déjà 7 mois maintenant. Sa disparition avait été constatée par son ami, Gilles Duclos, qui avait informé les services de police. Et son corps a été retrouvé le lendemain. Une autopsie a été diligentée. Pour qu'une autopsie soit diligentée, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle un obstacle médico-légal. C'est-à-dire qu'il faut que le médecin qui constate, au moment de la levée de corps, qu'on retrouve le corps Martial, qui est dans le Rhône, à Serrières, en Ardèche, le médecin qui intervient dise il y a un obstacle médico-légal, la mort n'est peut-être pas naturelle. Compte tenu de ces éléments qu'on a, on a quand même la conviction du coup qu'il y a eu un acte criminel qui a été à l'origine du décès de Martial Nouri. Tant que le juge d'instruction n'est pas saisi, l'avocat que je suis n'a pas accès aux éléments du dossier et de l'enquête. À 7 mois du début de la procédure, en fait, il y a 2 hypothèses à la suite d'une autopsie. Soit il n'y a pas d'obstacle médico-légal à cette mort, et c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enquête à ouvrir. C'est un décès naturel, un malaise, ça peut être un suicide, ça peut être tout un tas de choses. Donc à 7 mois de l'ouverture de la procédure, s'il n'y avait pas eu d'obstacle médico-légal, le dossier aurait été vraisemblablement classé sans suite. Si il y a des suspicions d'intervention d'un tiers, que ce soit un homicide involontaire ou que ce soit des violences ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner ou que ce soit un meurtre, un homicide volontaire, on a une enquête judiciaire, donc un juge d'instruction qui se saisit du dossier à la demande du procureur et qui est ouvert dans un délai assez bref. Donc ça nous amène à la deuxième conclusion, ce qui est un peu notre thèse, en tout cas l'hypothèse qui semble un petit peu ressortir du dossier, c'est que la mort de Martial Nouri ne serait pas de cause naturelle, manifestement, et du coup serait une cause plutôt criminelle. Si moi je suis dans l'incapacité, parce que je n'ai pas la compétence pour le faire, d'aller chercher les preuves, je vais faire une plainte qui va saisir directement le juge d'instruction. Je peux quand même contraindre le monde judiciaire à aller chercher ces preuves. On est allé du coup déposer une plainte avec constitution de partie civile. C'est terrible, mais je vais dire comme je pense. On aurait un enfant, on aurait une joggeuse, on aurait n'importe qui d'autre. Je pense que les choses se seraient passées autrement. Mais je sais aussi d'autres éléments que Martial vivait pour une semaine sur ce terrain, en bord de Rhône, et que des gens qui l'ont vu le soir de sa disparition n'ont même pas été entendus par les services de police. La famille de Martial Nouri n'a pas non plus été interrogée, ce qui est quand même pareil dans ce genre d'affaires toujours un petit peu surprenant. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est pas possible. Normalement, il y a quand même des investigations qui permettent d'établir un petit peu les circonstances d'un accident. Donc là, on n'y est pas du tout dans le cadre de ce dossier. Moi, je veux bien attendre que l'enquête policière, l'enquête de gendarmerie donne ses réponses. Mais quand j'apprends que le b.a.-ba n'a pas été fait, on ne peut plus attendre. On est obligé de forcer cette porte judiciaire, parce qu'on ne peut pas attendre. Donc là, la suite de la procédure, ça va être attendre la réponse, malheureusement, j'espère qu'elle va arriver assez vite, mais attendre la réponse du juge d'instruction. Et vous, la famille, avant de vous contacter, donc moi vous en trouvez quoi, qu'est-ce qui fait que vous vous engagez aussi
Alors, là-dedans. les familles nous ont trouvés justement par le biais du collectif, sauf erreur de ma part. Il n'y a pas d'erreur. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Les familles, Maître Le Thiévan qui donc gère le cabinet, connaissaient le collectif et les familles du coup nous ont trouvés par le biais du collectif. C'est comme ça qu'on a pris contact avec elles. Voilà. Donc c'est vous qui avez pris contact. Alors nous en tant qu'avocats, c'est pas nous qui allons au-devant des clients, c'est la procédure plutôt inverse, c'est les clients. Voilà, les clients viennent nous voir et du coup le collectif avait pris contact, mais ça vous répondrez peut-être mieux que moi. Avec Gilles, oui, on avait rencontré Gilles, avec David. Oui, en fait, juste du coup pour dire peut-être un petit mot du collectif, donc le nom du collectif c'est Non Omnis Moria, qui est une dédicace pour ceux qui ont lu Virginie Despentes au personnage de Vernon Subutex, qui nous a fait écho à Martial dans sa capacité de mettre en lien les gens et en fait c'est le constat qu'on a fait à la suite du décès de Martial, c'était cette émulation de gens qui se mettaient en lien et qui cherchaient à connaître la vérité. Voilà, l'ambition du collectif, il y a une double ambition. La première, c'est de défendre l'idée d'une justice pour tous. Au-delà de connaître une vérité sur ce qui est arrivé à Martial, c'est aussi l'idée de effectivement défendre cette justice parce que on a quand même l'hypothèse que si Martial n'avait pas été SDF et à la rue, la procédure aurait été diligentée d'une autre manière. Et l'autre ambition, c'était aussi par le biais d'événements comme celui-ci, de continuer de faire exister Martial dans les esprits des habitants du 4e et du 1er. Autour de l'hommage à Martial, en fait, il y avait Gilles, il y avait Charlotte. Moi, j'ai proposé une criée où je faisais un gros hommage à Martial et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et juste, en fait, ce qu'a pu révéler et réveiller le collectif depuis, c'est qu'il y avait une personne de la famille qui voulait porter plainte, demander le rapport d'autopsie et puis évidemment le résultat de l'enquête. Si enquête il y a, on espère, on croise les doigts, mais voilà, ils n'ont pas interrogé beaucoup de gens, donc c'est compliqué. Et du coup, depuis, il y a 5 personnes de la famille qui sont ralliées à ça. Donc on pense aussi que le fait qu'on ait monté un collectif depuis septembre autour de Martial et qu'on ait fait des actions comme ça fait que la famille s'est dit quand même il faut qu'on... Enfin, c'est bien évidemment, une mort comme ça c'est choquant pour la famille, c'est compliqué de réagir tout de suite et tout. Et on pense aussi qu'on a réussi aussi à porter une parole par rapport à la famille et aux actions qu'on faisait vis-à-vis de Martial, qui effectivement était un créateur de lien de la Croix-Rouge. Donc c'est ça, la petite victoire qu'on a pour l'instant, on espère que ça ira plus loin. Voilà. Du coup, Maud, est-ce que moi j'ai été contactée par Maud en août qui m'a dit t'es curieuse, relais les choses sur Martial, tout ça. Après, je suis allée à l'hommage, mais du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que Martial il a apporté au SAMU social et puis après, peut-être étendre plus aux morts de la rue, tout ça. Du coup, Martial, comme Gilles l'a raconté, ça fait partie des personnes qu'on a présentées à Gilles dans le cadre du film pour lequel Gilles était en immersion au SAMU social. Martial, il n'avait pas du tout besoin du SAMU social au départ. Je ne sais pas s'il en avait besoin dans l'absolu, mais en tout cas, il nous mettait à distance de sa vie parce que plein de liens, plein d'ancrage dans le quartier, etc. Et le fait d'avoir fait le film, le fait, je pense, d'avoir vu dans nos yeux qu'on le considérait vraiment comme un artiste, le fait de se rencontrer d'humain à humain, il nous a laissé accès à quelque chose peut-être d'un peu plus souffrant pour lui, et accès du coup à faire évoluer un peu les choses dans le sens qu'il voulait à ce moment-là dans sa vie en fait. Et du coup, souvent dans le travail social, on dit oui, il faut passer par des médias, je sais pas quoi, on dit ça avec des mots comme ça. En tout cas, le film, pour nous, ça a été un élément déclencheur et il s'est passé quelque chose dans la relation à Martial. Après, Martial, pour le SAMU social, comme je pense pour les gens qui l'ont rencontré, je pense que c'était un être assez extraordinaire, au-delà du fait qu'il soit SDF, pas SDF, comme on en rencontre dans la vie. Pour moi, pour le SAMU social, Martial, il était ailleurs dans la vie, ailleurs dans la souffrance aussi, et il convoquait chacun à le rencontrer, je pense, d'humain à humain. On ne pouvait pas être sur des questions de posture, de statut, de choses comme ça. C'est du brut, de l'émotion, et c'est comme ça qu'on se rencontre, avec ce qu'il y avait de vivant, ce qu'il y avait de lumineux, et aussi ce qu'il y avait de sombre et de très sombre dans sa vie.
Alors c'est vrai que j'avais contacté Valérie au moment de l'hommage qu'on avait essayé d'organiser pour Martial. Ce que je voulais vous dire ce soir, c'est qu'à cet hommage, je sais pas, il y avait plein de personnes. Moi, j'avais jamais vu ça, quoi. Moi, je suis au SAMU social depuis longtemps. 200 personnes. J'ai fait, je pense, des dizaines et des dizaines d'enterrements. Des fois, on était 2, des fois, on était 3. Et je voulais venir aussi ce soir pour vous dire que Martial, il fait partie des personnes qui sont donc décédées l'année dernière. Il y a un collectif qui s'appelle le collectif des morts de la rue qui dénombre à partir des signalements que les associations font ou de comment ils trouvent les personnes qui sont mortes dans la rue. Et en 2018, ils dénombrent 612 personnes qui sont décédées. C'est juste une petite partie en fait parce que l'INSERM, sur 2 ans, il dénombre 6000 personnes SDF qui sont décédées. Je voulais vous dire ça parce que effectivement Martial, il est sans doute, on peut imaginer, mort dans des conditions dramatiques. Il y a 24% des personnes qui sont SDF qui meurent de causes externes, on appelle ça comme ça, donc des suicides, des accidents, des meurtres, etc. Mais avant tout, il faut se souvenir que c'est la rue qui tue. La rue, elle tue pas seulement des causes externes, elle tue parce que c'est difficile de s'alimenter, parce qu'on s'affaiblit, parce qu'on se soigne mal, et que ce qu'on met en place pour survivre dans la rue, je sais pas, on peut s'alcooliser un peu plus que la moyenne, on peut avoir des difficultés à prendre soin de soi, et c'est ça qui tue. Aujourd'hui, il y a 1700 personnes qui appellent le 115 qui n'ont pas de place. Il y a 7000 personnes qui sont en attente d'hébergement à la maison de la veille sociale. Et du coup, les personnes qui décèdent dans la rue, elles décèdent aussi de la considération politique ou de l'absence de considération politique qu'on leur porte. Et je voulais vous inviter à réfléchir à ça, à réfléchir aussi à la responsabilité qu'on a vis-à-vis de ces personnes, en particulier des vivants, dans les choix politiques qu'on pose. Et après, je vous ai parlé de la question politique, elle n'est pas neutre. Aujourd'hui, ce sera bientôt les élections municipales, les élections à la métropole. Alors la question du sans-abrisme, c'est une compétence d'État. Le nombre de places d'hébergement, c'est l'État qui finance. En revanche, les villes, les métropoles, vous verrez dans les programmes, ces questions, elles sont pas neutres sur l'accueil. Et on peut aussi aider en regardant dans quelle métropole, dans quelle ville on veut vivre. Donc moi, je dirais qu'il y a des choses qu'on peut faire vraiment dans le quotidien, en regardant, en discutant avec les gens, dans la mesure de ses possibilités, en tant que professionnel et aussi en tant que citoyen. En tout cas, moi, j'y crois fort, parce que c'est comme ça que les choses peuvent avancer. Ça m'intéresse vraiment la démarche juridique et de prise de parole, d'avoir un métier de défense. J'aimerais bien en savoir plus au niveau de cet engagement en fait. Je pense que le premier engagement, pour nous vis-à-vis de la famille, c'est d'être présent. Nous, notre client premier, évidemment, c'est pas Martial Nouri, c'est la famille de Martial. Martial, et d'ailleurs, je dois reconnaître que je suis vraiment très contente d'être là et d'avoir pu le voir et d'avoir pu mettre un visage en fait sur cette personne dont on entend parler mais que j'avais jamais vue. J'ai un peu l'impression de le connaître là, en voyant la vidéo, un petit peu, pas beaucoup. Mais alors nous, vis-à-vis de la famille, cet engagement, je pense que c'est montrer notre présence pour eux, montrer notre présence vis-à-vis des personnes qui sont en charge de la procédure et qui peuvent faire avancer les choses. C'est vrai qu'il y a des procédures qui avancent plus vite que d'autres, parce qu'il y a certainement des profils de personnes qui, aux yeux, pas aux yeux de tout le monde heureusement, mais aux yeux de certaines personnes qui sont plus importantes que d'autres. Donc c'est vrai qu'on essaye un petit peu de lutter contre ça, donc on a fait appel à la presse. Je sais qu'il y a certains journalistes qui ont d'ores et déjà pris contact un petit peu avec le parquet, le tribunal de Privas, pour savoir quelles sont les suites, ce qui se passe, pourquoi ça n'avance pas. Et ça, cette pression médiatique est importante et fonctionne surtout, et fonctionne. On peut en parler justement parce que ça n'avance pas et c'est toute la problématique en fait. C'est que demain, et je le souhaite, si la procédure relance, on n'aura plus ce genre de débat et nous, on ne pourra plus expliquer ce qu'il y a dans le dossier, communiquer sur le dossier, et tant mieux, j'ai envie de vous dire. C'est quand même, on espère en arriver là. Mais là, on communique aussi parce que finalement, on ne communique pas d'éléments de la procédure qui seraient secrets.
on n'aurait pas le droit de le faire. On communique parce que c'est des éléments qui sont connus, qui sont publics et qui chiffonnent parce que c'est pas normal tout ça, tout ce qu'il y a autour et c'est inquiétant même, j'aurais tendance à dire. L'objectif justement pour la famille, c'est de se constituer partie civile. C'est d'être partie à la procédure, ce que la famille n'est pas pour l'instant. Là, la famille de Martial Nouri n'est que victime indirecte de son décès. C'est tout, à ce stade-là. Donc cette plainte avec constitution partie civile, on l'espère, si elle aboutit, nous permettra, nous, d'être partie à la procédure. Et partie, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être actif à la procédure. Accès au dossier, possibilité de demander des actes, après au juge d'instruction. Accès au rapport d'autopsie. On n'a toujours pas et que la famille n'a toujours pas. Voilà, donc c'est ça la plainte avec constitution partie civile. Merci Audrey et merci pour leur engagement. Si on peut les applaudir, les avocats, parce qu'ils font un travail. Ils sont vraiment engagés dans la démarche. Et merci à vous d'être là ce soir surtout, parce que sans vous, voilà. Merci beaucoup, à la prochaine fois. Merci à vous. Texto. Salut David. Salut David. Salut David. Salut tout le monde. Le juge d'instruction, ce doyen, a la possibilité d'imposer au plaignant le versement d'une somme d'argent pour garantir l'éventuelle amende civile dont ces plaignants pourraient écoper en cas de plainte abusive. La légitimité de la plainte, elle est pleine et entière. J'arrive pas à voir comment on pourrait qualifier cette plainte d'abusive. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, non? Ceci étant dit, on a cette somme qui nous est demandée, et puis on a le délai qui nous est imparti pour la régler, qui là encore, c'est une vaste blague. Je reçois ce courrier le 25, on a jusqu'au 15 juin, le calcul est vite fait, pour réunir une somme de 4 000 €, c'est bien gentil, mais bon, cette somme, on va pouvoir la contester. Les faits qui sont poursuivis par la plainte sont criminels, donc on devrait pouvoir être éligible de plein droit à l'aide juridictionnelle sans vérifier les ressources des uns et des autres. Je vais faire un courrier à la juge d'instruction qui a fixé cette consignation en lui disant, écoutez, Madame le juge, vous êtes allé un peu vite en besogne, je ne vous ai pas donné les conditions de ressources de mes clients et il était bien convenu pour moi que je travaille à l'aide juridictionnelle dans ce dossier qui est de plein droit pour les victimes de crimes. Si elle me dit non, et que j'ai pas fait appel de l'ordonnance, on a le bec dans l'eau, c'est terminé. Et par exemple, si on décidait de faire en sorte que ce soit notre grand-mère qui soit la seule et unique plaignante, que ce serait peut-être pas plus simple de faire tout sous le nom de ma grand-mère qui, elle, est assurément éligible à ça. Ouais, je pense aussi. Le problème, c'est que compte tenu de la personnalité de Martial, qui a été considéré à mon avis comme un kidam isolé, il était bon pour moi de montrer dès le départ qu'il y avait du monde autour de lui et de la famille pour donner un petit peu du poids à notre plainte. C'était un peu l'idée. Mais il ne faut pas oublier la bonne nouvelle que la plainte est reçue et qu'elle entend bien y donner une suite à ce stade-là, en tout cas confier l'affaire à un autre juge d'instruction. Allez, nickel, on fait comme ça. Après, voilà, le tout c'est de savoir, le tout c'est d'être sûr, et je pense que mon frère et ma soeur sont sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, c'est d'être sûr que dans tous les cas de figure, on risque pas à un moment donné d'être contraint de devoir payer une somme qui nous arrangerait pas. Enfin voilà, moi j'ai 23 ans, je suis à l'aube de ma vie, j'ai un crédit, me ferait chier, je devrais devoir débourser 1500 ou 2000 balles. Donc voilà, on a toujours un plan B, quoi. Parce que ce serait quand même bête d'avoir fait tout ça et puis de se retrouver bloqué pour 4 000 €. Non, mais les 4 000 €, il est bien évident qu'on ne va pas les verser. Là, on fait quelque chose que je ne fais jamais. C'est-à-dire que moi, je reçois des clients, je reçois que les clients. Là, voilà, il y a du monde autour, il y a Gilles, il y a Valérie, il y a Caroline, etc. On est quand même dans le cadre d'un dossier judiciaire avec une instruction pour les faits criminels. Faut que les choses soient dites de façon très claire et qu'on soit libre. Moi, le système judiciaire, pour moi, c'est juste une grosse machine à laquelle moins j'ai à faire, mieux je me porte. Il ne faut pas oublier que vous êtes du côté des victimes. Oui, aussi. Oui. Ouais. Parce que là j'ai l'impression que je suis en train de faire un entretien avec des gens qui sont mis en cause. Mais voilà, après, s'il y a 800 € à donner, nous, on a rassemblé un peu d'argent, mais je ne sais plus combien, j'ai les carreaux. Non, mais ça, pour l'instant, on ne verse rien du tout et on attend les… Voilà. On a fait 2 soirées avec un chapeau et une entrée, donc c'est… Ouais. Voilà, 200 €. Hein 200 € à peu près. Et à partir du moment où ça s'est fait, David, imaginons, en croisant très fort les doigts, tout le monde croise les doigts, là?
fasse, croisez les doigts. L'enquête est ouverte et ils vont revenir sur tout ce qu'ils ont récupéré de l'enquête au moment de la mort de Martial et comment ça va se passer pratiquement les choses en fait. Et ben, ils vont récupérer ce qu'on appelle le dossier de police, gendarmerie, quoi. Voir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Et du fait qu'il ne l'ait pas fait. D'entrée de jeu. Ça peut leur être reproché. Ah bah si ça doit leur être reproché, ça le sera par le juge d'instruction lui-même. C'est vrai que d'avoir contact avec vous, ça donne aussi, c'est un soutien et c'est rassurant de savoir qu'on n'est pas seul, quoi. Donc ça veut dire que la vidéoconférence qu'on fera par rapport à Martial, on va dire dans 2 semaines, ça t'ira, Gilles, ou c'est trop tard? Bah, moi, je vais faire avec. Ouais. Puis, Je vais me servir un verre. Toi, t'as pas bu, mais moi, je vais me servir un verre. Ah, mais j'ai envie d'aller pisser depuis 1 heure. Là. Va pisser et tu reviens, on reparle 5 minutes. Si tu veux. Ouais, d'accord. Voilà, bah, bonjour tous. Bonjour Antonin. Coucou tout le monde. Ça ne marche pas. Salut Valérie. Valérie. Salut Charlotte, salut Caro, salut Antonin. Salut Gilles. Vous allez bien? On a des nouvelles par rapport à la consignation. Les ressources de tous les membres de la famille Comon sont trop importantes pour qu'ils puissent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Ce qu'on va essayer de faire, c'est un crowdfunding, une campagne de financement participatif. Excellent, excellent choix. La pétition, il y avait quand même pratiquement 2000 personnes qui étaient sensibilisées à cette affaire. Eh ben, 10 balles chacun, 2000, oui, voilà. 2000 fois 10. Non, on va les trouver. Oui, on va les trouver, ouais. L'idée de se retrouver ensemble ce soir, moi j'ai vraiment découvert un Martial que je connaissais pas. Martial, c'était un oncle c'était l'oncle plus particulier que les autres, si tu veux. On a eu l'âge de partager certaines choses avec lui, notamment des valeurs, dont certaines qu'il nous a inculquées de lui-même. Un tonton cool, plutôt bienveillant. Pour te donner un exemple, j'ai fait ma première tournée des Grands-Ducs à 14 ans avec Martial. Tourner des bars, première grosse cuite en bar, dans lesquelles Martial a sûrement encore quelques ardoises d'ailleurs. Martial a toujours été tatoueur déjà. Moi, je l'ai toujours connu tatoueur. Il a été beaucoup plus perché entre guillemets au fil des années. Donc, alors à cette époque-là, il était encore loin de tout ça. Ça a plus été avec le temps. Après, il a toujours une certaine spiritualité qui m'a transmise d'ailleurs. Il a voulu me tatouer ce symbole, par exemple, à 14 ans sur la cheville. Donc, je l'ai fait à 19 sur mon bras et de mon plein gré. Est-ce qu'il y a une raison précise pour laquelle il est venu sur Lyon ou est-ce que c'était quoi? C'était la route? C'était quoi C'était sur le chemin de l'Inde. Sur le chemin de l'Inde. Ah oui. De l'Inde, de l'Inde. Et il a vu de la lumière. Avec sa famille, donc il avait un contact trimestriel, semestriel avec sa mère et ma mère, moi, donc sa sœur. Ouais. Moi, sur les débuts, je l'avais au téléphone à peu près 1 fois par mois, parce qu'on était très proches quand même à cette époque-là. C'était Martial, c'était spirituellement parlant, ça a été un père. Après, Martial, il avait un tatouage. Je ne sais pas si tu as déjà montré, si tu en as déjà parlé, c'était un dessin qu'avait fait sa fille. C'était une petite fille avec une robe rouge. Martial, quand il a essayé de reprendre le rôle de père avec sa fille Morgane, c'était en disant je vais aller casser la gueule à ton mec anime qui t'a fait du mal. Je pense pas que c'était forcément ce qu'elle attendait de lui en tant que retour. Et de toute façon, elle attendait rien. Quand bien même il aurait fait les choses mieux, Martial, il y avait une grosse carapace, ouais. Mais ouais, après Martial, c'est un enfant de la DAS qui a jonglé entre les foyers, les machins. C'est pas une vie facile. Hein. Bon, je crois qu'on l'a tous beaucoup aimé quand même. Hein. A priori. Hein. Alors moi, Gilles, au montage, j'aimerais que tu coupes tous les moments où je fume et tous les moments où je bois, s'il te plaît. Ah, il ne va plus rien rester. Est-ce que toi, tu es prêt? Parce que moi, je le suis. Hein. Moi, je suis prêt à partir déjà tout de suite. Bonjour.
Ouais, non, moi je veux un café, et toi tu veux quoi? Moi, je sais pas. Bon, Je suis comme ça, quoi. Donc, voilà. Le truc, c'est que on a la peinture, on a l'endroit. Moi, je suis prêt à travailler dès maintenant. Mais ce que je vais aimer, c'est de pouvoir faire en direct. Ouais. En une seule fois. En une seule prise, 3 minutes 50, le temps de la musique. C'est ça. Voilà, après, si... Ça va être hardcore, hein. Il va falloir préparer un petit peu, quoi. Ouais. Et encore, je sais même pas, quoi. Peut-être que ça va durer un peu plus longtemps. Parce que voilà, c'est quand même grand. Il va falloir poser le bleu, le jaune. Et ça, j'en ai pas peur. Ah, au contraire. Quand je tatouais, ça a toujours été comme ça. Avoir envie de faire les choses directement. Et un tag, c'est ça. C'est faire les choses directement. Grand chef sous la terre-mer, le signal est coupé, trop de fumée dans l'air. Grand chef sous la terre-mer, cherche un écho dans le fond de son verre. A raccroché son arc, gardien d'un parc national d'attractions, frontière de béton. C'est qu'il a trop bu, pleure sa tribu, un peuple premier aux êtres reliés. Grand chef sous la terre-mer, le signal est coupé, trop de fumée dans l'air. Grand chef sous la terre-mer, cherche un écho dans le fond de son verre. Nous raconte une terre, celle d'avant la guerre de l'homme, conquérant face aux éléments, a rejoint le clan des visages blancs, de l'or au poignet, des hordes en Harley. Le regard mis sur la toile vide sonde combien on l'aime, se cherche un totem, plié sous sa coiffe, il soigne sa soif devant les salons tamisés des plaines cadastrées. Grand chef saoul, grand chef saoul, a perdu de l'espace vu sur le camp d'en face. Parfois s'échappe quand ses rêves l'attrapent. Il frappe son tambour, il frappe son tambour. Réveille les gens autour, réveille les gens autour. Il frappe son tambour, il frappe son tambour. À s'en rougir la peau, à s'en rougir la peau. Grand chef sous la terre-mer, le signal est coupé, trop de fumée dans l'air. Grand chef sous la terre-mer, cherche un écho dans le fond de son verre. Et même si dans la pénombre du noir, nous ne voyons pas d'espoir, en sentant son cœur se battre, nous avons la force de se battre. Nous sommes toujours comme ça en tant qu'être humain. D'où que l'on vient ou que l'on aille, c'est la bonne chose à faire. Grand chef sous la terre-mer, grand chef sous la terre-mer, grand chef sous la terre-mer, grand chef sous la terre-mer.
des fois où l'on parle, il y a des fois où on pense, il y a des fois où on nous parle pour pouvoir avancer. C'est toujours comme ça la vie. Elle est nette et précise. C'est comme ça. Même si on ne veut pas, même si on a peur, les choses de la vie ne doivent pas faire peur. Nous sommes simplement des êtres humains qui devons vivre les uns avec les uns. Ainsi va la vie. La dernière fois qu'on s'était vu, on nous avait fixé un montant qui était de 4 000 €, qu'on devait verser dans un délai de 15 jours pour que la procédure judiciaire s'ouvre et suive son cours. Donc on nous fermait la porte. J'expliquais qu'on pouvait essayer de contourner cet obstacle et d'ouvrir une petite porte qui nous permettrait de faire tomber cette somme de 4 000 €, l'obligation de la verser, qui s'appelle simplement une demande d'aide juridictionnelle. Cette petite porte, on a tenté de l'ouvrir, j'ai eu un premier retour qui était plutôt négatif, et là je rentre de congé et j'ai sur mon bureau 2 décisions pour 2 des 5 plaignants qui sont positives et qui me disent vous avez l'aide juridictionnelle totale parce que vous êtes victime de crime, et que quand on est victime de crime, on a une aide juridictionnelle totale automatique. Ce que j'avais dit dès le départ, et ce qu'on m'avait dit, non, maître, vous vous trompez. Comme quoi, il faut insister, et ça a marché. Donc c'est une excellente nouvelle, parce que maintenant, au moins pour 2 d'entre eux, ils n'auront pas de consignation à verser. Donc leurs constitutions de partie civile sont recevables. Et surtout, ce qui est important, c'est que moi, avocat, je vais pouvoir enfin consulter le dossier d'enquête. Donc l'autopsie, tous les éléments d'enquête qu'il y a, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, peut-être avoir enfin des premiers éléments de réponse, etc. Ça fait 1 an et enfin ça bouge. Est-ce que ça veut dire que là, par exemple, quand tu vas aller au tribunal d'Avignon pour consulter le dossier, tu seras sous le secret d'instruction? Oui. Oui? Oui. Je ne pourrais pas t'accompagner? Non. Je serai tout seul. On va me mettre dans une petite salle et puis je vais consulter le dossier. Et ton film s'arrête là? Ouais. Et toi, tu continues? Et moi, ça va commencer pour de vrai là, ouais. Voilà. Tu finis ton travail, moi je vais enfin pouvoir commencer à le faire correctement. Voilà. Donc ouais, je suis content.